Une confirmation de sources officielles de Jérusalem. 4 minutes exactement après avoir annoncé, et de sources sûres, de sources militaires à Jérusalem, que des missiles irakiens avaient été lancés contre Israël ce soir. Et d'ailleurs, on précisait qu'on avait entendu des bruits de détonation du côté de Tel Aviv. Voilà que l'armée israélienne vient de faire marche arrière et dit qu'aucun missile, aucun obus n'a été tiré d'Irak ce soir sur Israël. Alors ça fait, Dominique Bromberger, beaucoup de contradictions en peu de temps. C'est assez surprenant parce que, voyez-vous, Ladislas, cela fait 3 fausses alertes en même temps. Une sur Israël, une sur la base américaine de Daran et une sur l'émirat de Bahreïn. Alors, ou bien, 2 explications, ou bien tout le monde perd ses nerfs en même temps, les Américains, les Israéliens et accessoirement les Bahreïnis, ce qui est possible, mais qui semble tout de même un petit peu surprenant, car les armées américaines et israéliennes nous ont donné l'habitude d'autre chose. Ou bien les missiles en question ont bien été tirés, mais ont été interceptés auparavant. Dans l'état actuel des choses, nous ne pouvons que nous en remettre à ce que disent les officiels. Fausse alerte, mais nous devons constater 3 fausses alertes en même temps à des points éloignés de plusieurs centaines, voire de plus de 1000 kilomètres les uns des autres. Il est étonnant dans cet état de tension, en tout cas, que des hommes aussi aguerris que l'armée américaine puissent perdre leur self-control en ce moment. Effectivement, très étonnant. Après leur mission, les pilotes américains ont obtenu l'autorisation, leur mission sur Bagdad, ils ont obtenu l'autorisation du Pentagone pour raconter leur raid sur Bagdad en pesant les mots, bien entendu, pour ne pas dévoiler les secrets militaires. Mais c'est bien la première fois que Patrick Bourra a recueilli les impressions de ces hommes de guerre une fois les réacteurs éteints. L'artillerie irakienne s'en est pris pour la première fois aux Marines de la première division installée à Rafji, près de la frontière koweïtienne. 2 soldats ont été légèrement blessés. La riposte est venue des arrières à décollage vertical, positionnés juste en arrière des troupes. Après 2 vols de reconnaissance, ils ont détruit le poste de commandement et la batterie irakienne. Ça s'est bien passé, dit ce pilote. Nous avons eu un bon pourcentage de coups au but sur la cible. Et en survolant le Koweït, j'ai aperçu beaucoup d'incendies. Il y a de la fumée partout. Je crois que l'aviation a fait beaucoup de dégâts. Si les bombardements aériens n'ont pas cessé depuis 40 heures, ils ont été concentrés aujourd'hui essentiellement sur l'armée irakienne au Koweït et plus spécialement sur les divisions blindées de la garde républicaine. Les bombardiers étaient équipés de munitions spéciales destinées à percer le blindage des chars. Les Américains espèrent que ce pilonnage pourra casser le moral des troupes irakiennes. Ils n'ont plus d'avions de protection. La plupart de leurs bases sont maintenant inutilisables et les quelques appareils modernes qu'il leur reste sont dans le nord. Ils n'ont pas assez d'autonomie pour se frotter à nous dans le sud. 6 avions irakiens ont été abattus d'après les communiqués du commandement américain. La maîtrise du ciel au-dessus de l'Irak et du Koweït est totale pour les Alliés. Les Jaguars français ont effectué leur 2e mission ce matin, une formation de 12 appareils qui avaient pour objectif la destruction d'un dépôt de carburant. Et là aussi une nouveauté, puisque à leur retour, les pilotes ont été, comme les Américains, autorisés à parler. C'est particulièrement émouvant. Jean-Pierre Ferré, lui aussi, envoyé spécial en Arabie Saoudite. Ce matin, à l'aube, sur la base d'Al-Assa, les pilotes de Jaguar inspectent leur machine une dernière fois. Les visages sont graves, ils partent en mission de guerre. Le soleil n'est pas encore levé, les lumières de la base se reflètent sur la verrière, tout est allumé ici, pas de blackout, manifestement on ne craint pas les raids aériens irakiens. Sous leurs ailes, des missiles magiques contre avions et puis des bombes. Bombes à dispersion ou bombes conventionnelles de 250 kg, et puis des missiles à guidage par rayon laser. Sur le fuselage, le chiffre 11. Il indique que ces appareils appartiennent à la 11e escadre de Toul. Pour le raid, les Jaguars se répartissent en escadrilles de 4. 6h50, décollage. L'objectif est un dépôt de munitions le long du golfe Persique au Koweït. La mission ne durera pas plus de 2 heures. L'objectif sera atteint. Le déchiffrage des photos indiquera si le raid a réussi à 100%. Sur la piste, regardant ses camarades décoller, celui qui dirigeait hier le bombardement sur l'aérodrome d'Al-Jaber. Depuis longtemps, bien sûr, nous nous préparions à cette opération, mais la date et l'heure ne m'a été communiquée vraiment qu'au dernier moment, et je pense que pour moi, c'était une bonne chose.
Vous avez été surpris, de ce que vous avez trouvé sur place? Là-bas sur place, oui, bien sûr, j'ai été surpris. Je n'ai jamais fait la guerre et là-bas j'ai vu la guerre, donc j'ai été surpris. Vous avez été touché? Je n'ai pas été touché. Vos collègues, vous l'avez appris comment qu'ils étaient touchés? Exactement comme on voit dans les films de guerre, je dirais dans les mauvais films de guerre. C'est-à-dire à la radio, on se parle à la radio et au fur et à mesure que la mission se déroulait, j'entendais que derrière, il y avait quelques problèmes et que des gens étaient touchés. Qu'est-ce qu'on ressent dans ces cas-là? On ressent, bien sûr, d'abord, la mission n'était pas finie pour moi. Donc, tout d'abord, il faut que je m'en sorte moi-même. Et ensuite, on ne peut rien faire du tout pour les gens derrière. La mission est préparée, elle se déroule comme elle est préparée. Et il faut attendre d'être sorti des lignes pour, je dirais, faire le point et trier ceux qui sont touchés ou pas. Hier, un seul pilote a été blessé légèrement au cuir chevelu. Il a eu beaucoup de chance. Un éclat a pulvérisé sa verrière et son casque. Les 4 appareils touchés, hier, sont déjà réparés. Au retour de la mission, l'anxiété au sol est grande. On compte le nombre d'avions rentrants. Les caméras embarquées à bord des Jaguars ont filmé les opérations hier comme ce matin. Ces images existent, nous ne les verrons pas, on nous les promet, peut-être. L'armée française, décidément, ne maîtrise pas sa communication comme savent le faire les Américains. Vous savez, et vous venez de le constater, que la France a décidé de concentrer son action sur le Koweït et de ne pas intervenir directement en Irak. Position ambiguë, car en ménageant la chèvre et le chou, si la France pense déjà à l'après-guerre, il reste que c'est bien des objectifs militaires irakiens qui y sont visés. Une attitude que tout le monde ne comprend pas, en tout cas pas dans la classe politique. Vous allez pouvoir le constater avec les interviews recueillies par Françoise Hugues. Bien, mesdames, messieurs les journalistes. La polémique commence et elle n'est pas près de s'éteindre. Hier encore, lors de sa première conférence de presse depuis le début des hostilités, Jean-Pierre Chevènement affirmait que la France avait décidé de circonscrire au Koweït et au Koweït seul l'action de nos forces armées. L'attaque de l'Irak contre Israël cette nuit met à mal le fragile consensus qui existait jusque-là entre la majorité de l'opposition et le gouvernement. De plus en plus nombreuses à droite, des voix s'élèvent pour que la France participe au même titre que le reste de la coalition alliée aux actions contre l'Irak et évoquent l'incompréhension des 10 alliés devant la décision de la France. Quand on est engagé dans un combat, on est engagé dans un combat. Alors qu'il y ait des cibles qui soient situées au Koweït seulement et que nous ne prenions que ces cibles-là, c'est déjà un peu utilisé contre nous par nos alliés qui, dans leurs commentaires, nous considèrent un peu comme des alliés à mi-temps ou des alliés partiels, mais ne nous étant pas complètement engagés. Et je ne voudrais pas que dans une affaire aussi grave, où nous avons essayé tout à fait légitimement de sauver la paix, mais voyant qu'elle n'était pas possible, nous avons décidé de participer aux opérations des Nations Unies, nous nous retrouvions moralement un peu entre deux chaises. Le Parti républicain demande aujourd'hui à François Mitterrand l'engagement des troupes françaises en Irak comme au Koweït. Dans l'opposition, on affirme également que la France, en se limitant au Koweït, participe aux actions les plus dangereuses. Les Jaguars ne peuvent opérer que 2 jours sur un territoire surprotégé. Bref, ils prendraient plus de risques. Sans pour autant, disent-ils, en tirer le bénéfice, puisque suspect aux yeux de la coalition d'être des alliés à part. Le gouvernement juge qu'on interprète mal sa position. La France n'a pas parmi ses objectifs la conquête de l'Irak, ça va de soi. Le seul objectif, qui est d'ailleurs celui des Nations Unies, c'est la libération du Koweït. Ce qui conduit la France à assumer au sein des forces alliées une tâche qui est essentiellement centrée sur le Koweït, mais qui ne lui interdit pas, si cela était nécessaire, de franchir la frontière koweïto-irakienne, mais de la franchir toujours avec un but principal qui est la libération du Koweït et nullement ni la conquête ni même l'occupation de l'Irak. Je crois encore une fois que la France ne s'est rien interdit, ça doit être clair. Pour le gouvernement, la France a déjà en tête la paix qu'il faudra construire. D'autre part, ses liens privilégiés avec le monde arabe expliquent aussi sa position particulière. Mais si Bagdad entamait une autre action contre Israël et qu'Israël réplique, la France se trouverait alors dans une position très délicate. C'est aussi pour cela que la polémique est en train de naître. Il reste maintenant à connaître la position de l'Iran qui partage la plus grande frontière avec l'Irak du nord au sud jusqu'au Koweït. L'Iran, ennemi numéro 1 de l'Irak pendant des années avec la guerre qui a duré, cette guerre qui a duré 8 ans et déjà à coup de missile entre Téhéran et Bagdad. Si le conflit s'étend, que va faire l'Iran? On en est aux hypothèses. Elisabeth Train. L'Iran souhaite, et l'a réaffirmé aujourd'hui, rester à l'écart du conflit du Golfe.
Ce pays dont on parle relativement peu actuellement est pourtant, on le sait, directement voisin de l'Irak. Interrogé cet après-midi sur la chaîne américaine CNN, l'ambassadeur iranien aux Nations Unies a exprimé la position de l'Iran si Israël attaquait l'Irak. Nous condamnerons toute action israélienne contre l'Irak, mais je n'ai pas d'autres instructions de mon gouvernement. Et qu'est-ce qui provoquerait l'entrée de l'Iran dans le conflit ? Des actions qui enflammeraient les masses des pays islamiques, mais toute action à cet égard doit être décidée dans ma capitale, en concertation avec les autres États islamiques de la région. Si l'Iran maintient officiellement ses distances, le président iranien n'en a pas moins estimé que la guerre du Golfe était une catastrophe pour le monde musulman. Les autorités craignent en effet que Saddam Hussein réussisse à élargir le conflit et à y entraîner l'Iran. Les opinions pourtant divergent. L'ayatollah Kashani, membre du Conseil des gardiens de la Constitution, a réaffirmé que cette guerre n'était pas une guerre sainte, qu'elle ne justifiait pas l'intervention de l'Iran islamique. Dans le même temps, des manifestations ont eu lieu au sortir des mosquées de Téhéran après la prière du vendredi. Au cri de « À mort l'Amérique », des radicaux iraniens ont dénoncé l'offensive américaine et un autre défilé hostile aux États-Unis est prévu demain. Les actes de terrorisme, et sans aller jusque-là, une très vive montée de la tension entre l'Occident et les communautés arabes, voilà qui préoccupe grandement aujourd'hui les États-Unis. La psychose de l'attentat a en effet gagné l'Amérique. Gilles Boulot. Malgré ses allures provinciales et seulement 600 000 habitants, Washington est bien officiellement la capitale d'un pays en guerre. Au dire de tous les experts, c'est aussi une cible de choix en vue d'une action terroriste. Sur quelques kilomètres carrés, on trouve ici la plus grande concentration au monde de diplomates, d'installations militaires et d'officines gouvernementales en tout genre. Face à l'Irak, qui n'a jamais hésité à pratiquer le terrorisme d'État, Washington a pris peur. Les fausses alertes à la bombe se multiplient dans les écoles, les supermarchés et jusqu'au cœur de l'appareil d'État. Mardi dernier, une aile du Pentagone a dû être évacuée en quelques minutes à la suite d'un appel anonyme. Hier, dans les galeries du musée d'histoire naturelle, des visiteurs perspicaces mais un peu nerveux ont semé la panique. Ils avaient cru déceler une bombe à retardement. Il s'agissait en fait d'un imperméable roulé en boule. La psychose n'épargne pas le reste du pays. À la bourse de New York, les livreurs de pizza et de hamburgers, terroristes improbables mais potentiels, ne peuvent plus entrer à l'intérieur des locaux. Les financiers de Wall Street doivent donc sortir pour se restaurer entre deux cotations. Autre site sensible, les 114 centrales nucléaires réparties à travers les États-Unis font elles aussi l'objet d'une surveillance renforcée. Le territoire des États-Unis a toujours été épargné par les vagues de terrorisme venues du Moyen-Orient. Et depuis le début du conflit, le FBI n'a enregistré aucune menace sérieuse d'attentat. Mais les mesures de sécurité sont impressionnantes et la crainte bien réelle. Confirmation, encore une fois, du démenti israélien disant qu'aucun missile irakien n'a été tiré ce soir sur Israël. Il y a eu une fausse manipulation, il y a eu quelque chose de bizarre, Dominique Montberger. Oui, disons que les Israéliens et les Américains prennent le maximum de précautions. Ce sont très certainement les avions AWACS qui surveillent en permanence la région, qui ont détecté des signaux qui auraient pu être ceux de lancement de missiles Scud. Ce qui explique que les fausses alertes aient été déclenchées à la fois vers Israël et vers la région du Golfe. On tient l'explication de ces fausses alertes de ce soir. Merci. Le journal, qui a duré exceptionnellement 55 minutes jusqu'à maintenant, n'a pas fait état des autres sujets de l'actualité. Alors maintenant, en bref, l'actualité avec Alan Rothschild, l'autre actualité. Ce matin, la une des quotidiens norvégiens n'était pas consacrée à la guerre du Golfe. Tous les journaux avaient recouvert leur première page du portrait d'un homme, le roi Olaf V, le doyen des souverains régnants. Olaf V, arrière-petit-fils de la reine Victoria, s'est éteint hier à l'âge de 87 ans. Les Norvégiens l'avaient affectueusement surnommé le souverain du peuple. Aujourd'hui en Norvège, les cloches ont sonné, les canons ont tonné à midi, les drapeaux étaient en berne. Aujourd'hui, tout un peuple a pleuré son roi. Le roi Olaf V est mort, vive le roi Harald V. À Vilnius, en Lituanie, la situation paraît totalement bloquée. Les militaires et les nationalistes campent sur leur position. Malgré la venue de plusieurs délégations de conciliation envoyées par Moscou, l'atmosphère est à la mobilisation guerrière.
La direction lituanienne est toujours retranchée dans le Parlement, transformée en forteresse. Les responsables militaires refusent toujours de garantir qu'il n'y aura pas d'assaut. Malgré la demande de George Bush, Vytautas Landsbergis craint que Mikhail Gorbatchev profite de la guerre du Golfe pour attaquer le Parlement. Roland Courbis, manager du Sporting Club de Toulon, a été remis en liberté sous contrôle judiciaire après 98 jours de détention dans le cadre de l'enquête sur des malversations financières au sein du club. Son avocat l'a toujours présenté comme le bouc émissaire du football français. En rapport avec ce qui se passe en Irak. Les toutes dernières informations maintenant avec ce que l'on sait à Washington, puisque nous rejoignons Bernard Volker, l'un de nos envoyés spéciaux. Alors Bernard, y a-t-il une nouvelle nuit de bombardement sur Bagdad, d'après ce que vous savez, d'après le Pentagone? Non, le Pentagone ne confirme absolument pas. Il semble qu'il s'agit simplement d'une fausse alerte, qu'il n'y a eu aucun tir de missiles irakiens en direction d'Israël ou de l'Arabie Saoudite. Mais cela sous toute réserve, parce que comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, les Américains ne donnent pas des informations à caractère militaire instantanément. Il faut d'abord qu'elles passent par une espèce de censure militaire. Bien, si vous ne confirmez pas... On ne parle que d'une fausse alerte. Entendu. Si vous ne confirmez donc pas des tirs éventuels de missiles irakiens sur Israël, est-ce que vous confirmez que les bombardements ont repris cette nuit sur Bagdad et que notamment des avions américains se sont, et semble-t-il pour la première fois aujourd'hui, envolés des bases de l'OTAN en Turquie? Oui, alors ça c'est tout à fait confirmé. Pour la première fois, des avions américains ont bombardé l'Irak à partir de bases en Turquie. La nouvelle était un peu attendue parce que Washington, depuis quelque temps, faisait pression sur le gouvernement turc pour obtenir l'autorisation d'attaquer l'Irak à partir de la Turquie. Ça ouvre en quelque sorte un second front, ça dégage les capacités en Arabie Saoudite, ça permet à l'aviation américaine de travailler dans de meilleures conditions. Effectivement, en Turquie, il n'y a pas un grand nombre d'avions américains, mais c'est quand même très important pour l'aviation américaine de pouvoir attaquer aussi à partir de la Turquie. C'est-à-dire que géographiquement, quand on regarde la carte, c'est plus pratique de venir de ce côté-là pour bombarder certains objectifs plutôt que de traverser évidemment tout le territoire irakien avec les menaces que font peser les fusées SAM contre les avions américains. Entendu. Donc ça, je le confirme. Entendu. Merci Bernard Volker. On vous retrouvera tout à l'heure au cours d'une émission spéciale. Pour l'heure, après 1 heure, exactement 59 minutes et 30 secondes d'édition spéciale sur la guerre du Golfe. Je vous laisse avec Alain Gillot-Pétré pour la météo. L'information continue en direct toute la soirée sur TF1 avec des flashs spéciaux. Et dans un petit instant, eh bien, vous avez rendez-vous avec Patrick Sabatier pour Tous à la Une. C'est donc après la météo d'Alain Gillot-Pétré et le tapis vert. Et puis à 23h, nous revenons sur la guerre du Golfe avec une émission spéciale qui vous sera présentée par Patrick Poivre d'Arvor. Israël dans la guerre, une émission avec de très nombreux invités et bien sûr l'ensemble de nos envoyés spéciaux dans le monde, nos envoyés spéciaux concernés par cette guerre du Golfe. À demain 13h.